Ayant cherché dans le courant droit et littérature, on ne trouvait rien qui ne soit déjà fait, ou on ne trouvait rien d'original que nous aurions pu inventer, étant nous-mêmes extrêmement limités intellectuellement. Voilà. Et c'est Emmerich qui a eu cette idée, en fait, de mettre un focus sur un auteur ayant eu à s'étant trouvé confronté à la norme. Alors pourquoi Roland Barthes? Parce que on dit que je fais partie du pays barthésien, parce qu'on est barthésien comme on est communiste ou trop briandais, vous le savez bien. Voilà, donc je suis supposée être barthésienne. Et voilà pourquoi donc on a commencé par Roland Barthes. Et comme on commence par Roland Barthes, et que naturellement le tétrasyllabe Barthes et Foucault vient immédiatement à l'esprit, eh bien on ne pouvait que continuer avec Michel Foucault. Mais au-delà du tétrasyllabe et de la fonction poétique du langage, il y a entre Barthes et Foucault quelques accointances extrêmement intéressantes que les biographes respectifs, et surtout les deux derniers biographes de Barthes, n'ont pas manqué de signaler. Alors le premier, qui n'est pas celui qui me plaît le plus, c'est ma foi celui de leur homosexualité commune. Alors naturellement, dire on va faire Foucault après Barthes parce que tous les deux ont les mêmes préférences sexuelles me paraît tout à fait inintéressant et même je peux dire un peu ça me déshonorerait que de vouloir le dire. Les biographes de Barthes ont su tourner cette difficulté. Alors il faut le signaler sans le dire. C'est toute la question de la norme et du pas de deux avec la norme. Il faut le signaler sans le dire. Et voici ce qu'en disait par exemple Tiffaine Samoyau dans sa récente biographie. Alors il faut que je le trouve parce que j'ai imprimé ce texte en police 8 par souci d'économie et de développement durable. Et de temps en temps, je plongerai dans ma feuille. J'ai souligné avec... Alors, elle dit quoi, Tiffaine, qui est une femme charmante, hein. Alors, c'est sur la page 1. Voilà. Elle dit ceci. Leur intelligence critique les conduit tous deux à ne pas séparer leur désir de leur objet d'étude, et cela est vrai, et à faire de l'homosexualité non pas une orientation, mais une façon de questionner le monde. Cela est vrai aussi. Alors, Roland Barthes, il faut noter, par rapport à Michel Foucault, a été marqué par d'autres exclusions. Chez Roland Barthes, il y a eu l'exclusion, non pas simplement l'exclusion de la main gauche et les gauchers, mais surtout l'exclusion de la maladie, donc des séjours en sanatorium extrêmement fréquents, Saint-Hilaire du Touvet, les Uns, des séances de remise en forme, on ne sait pas trop, rue des Quatre Fages à Paris. Donc il y avait cette exclusion-là. Il y avait l'exclusion par l'absence du père. Il y avait l'exclusion par la précarité économique. La précarité économique est extrêmement importante chez Roland Barthes, qui voyait tous ses amis de lycée faire carrière, mais pas lui. Voilà, donc ça c'est une autre exclusion, et c'est peut-être aussi parce que Barthes a dû se confronter à d'autres exclusions par rapport finalement au fils de bourgeois qui était Michel Foucault, fils de médecin, chirurgien, etc., que Roland Barthes ne s'est pas montré actif sur le terrain du militantisme aussi. Voilà. Alors tous deux partagent bien sûr d'autres intérêts et ils œuvrent dans un ensemble commun qui comprend l'histoire, le langage et la littérature. Mais théoriquement, qui dit langage commun dit aussi espace distinct. Je fais référence à la théorie des ensembles avec laquelle on m'a bassiné quand j'étais en 6e, et j'aimais beaucoup la théorie des ensembles, ces intersections, etc. Donc là, il y a intersection entre Foucault et Barthes. La part de Foucault, la recherche de Foucault est très claire. Donc lui, il est diplômé en philosophie, mais aussi en psychologie. Et précisément, la psychologie, il a été licencié en psychologie en 1953. La psychologie a à voir avec son histoire personnelle, puisqu'il s'est retrouvé au bord de la folie alors qu'il venait d'intégrer, alors qu'il était donc à Normale Supérieure, rue d'Ulm. Et Althusser dira de Foucault qu'ils ont été tous les deux
à la limite de tomber dans le précipice. Bon, Althusser est tombé finalement. Voilà, donc Foucault est philosophe, mais il a commencé par enseigner la psychologie à l'ENS et puis aussi à l'université de Lille. Et il donnera son premier ouvrage, Maladie mentale et personnalité, en 1954, un an après que Roland Barthes ait publié Le degré zéro de l'écriture. Donc Maladie mentale et personnalité, et de l'autre côté, Le degré zéro de l'écriture, deux œuvres qui ne sont pas du tout de même nature, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, ces années normaliennes ont conduit Foucault, ont renvoyé Foucault à son anormalité sexuelle. J'ai écrit anormalité en italique, mais à l'oral, ça ne s'entend pas. Et donc, l'ont amené à douter de son anormalité tout court. Et il a cherché réponse et consolation dans le parler de la déviance, en fréquentant les séminaires de Lacan, mais également en maintenant un lien, presque un lien de praticien, auprès des médecins dans les hôpitaux. Voilà, lorsqu'il conduisait ses enquêtes pour ses ouvrages. Et ce parler de la déviance a été remis en perspective par ses travaux historiques, par la relativité historique qu'on évoquait hier avec mon ami désormais. Voilà. Alors la part de Roland Barthes demeure plus difficile à cerner puisqu'il a été atteint très très jeune par la tuberculose et cette maladie l'a conduit à l'écart du monde. Il a quand même pu produire un diplôme de licence en grammaire, mais ses séjours en sanatorium l'ont amené à s'inventer réellement. Voilà quelqu'un qui a vécu dans des espaces clos. On ne peut que songer à Thomas Mann, La montagne magique, et dans des espaces clos pendant la période de la guerre, donc être tenu à l'écart d'un monde en guerre particulièrement bruyant, tonitruant, dont il ne percevait que de faibles échos. Les courriers n'arrivaient pas, les revues n'arrivaient pas, etc. Donc on ne se tenait guère informé, ça n'était pas aussi facile que si on était évidemment à Paris, bien sûr. Et surtout, il était tenu à l'écart de cet air du temps parisien dont certains d'entre nous savent combien il est important de le respirer. Donc à l'écart de l'air du temps, donc à l'écart des réseaux, à l'écart de tout ce qui aurait pu le conduire à faire une carrière universitaire légitime. Et si Foucault était dans une carrière universitaire complètement légitime, Barthes n'a pas cessé de chercher sa place institutionnellement. Il est quand même remarquable qu'une personnalité comme Barthes ait pu, en effet, obtenir une chaire au Collège de France, alors même qu'il ne peut faire état mais d'aucun doctorat. Mais quelle honte! C'est un scandale. Alors, ni Barthes ni Foucault, c'est bizarre ce truc-là, ni Barthes ni Foucault ne sont disciplinés. Donc Barthes, qui a fait quelques séjours à l'étranger pour des raisons économiques, hein, donc il est allé à Alexandrie, à Bucarest, etc. Et il a rencontré des gens extrêmement importants, le groupe qu'on a appelé le groupe des non-agrégés. Voyez, donc il y a une norme 5 minutes. Alors, donc je vais 5 minutes, c'est fou ça. 5 minutes. Alors, ils ont fréquenté tous deux des espaces institutionnels, non institutionnels. Pour Barthes, c'était le CNRS après la guerre, où les gens travaillaient dans des caves, d'accord ? Il a travaillé en lexicologie, il s'est fait évincer parce que il a produit le degré zéro de l'écriture, le Michelet, etc. En sociologie, grâce à Georges Friedman, donc là aussi dans des endroits tout à fait improbables, puis à l'EPHE, où on confiait de l'enseignement à des gens qui n'étaient pas des docteurs. Autre scandale. De son côté, Foucault a participé à l'élaboration du département de philosophie à Vincennes, aux côtés d'Hélène Cixous. Donc Vincennes, qui est sortie de terre 100 ans après le PHE.
Hein, enfin, 101 ans, en janvier 69. Donc des espaces institutionnels qui n'en sont pas, qui sont à la marge, qui prétendent travailler autrement. C'est vrai pour le PHE, comme c'était encore plus vrai pour Vincennes, construite en 4 mois et détruite en 3 jours. Alors tous deux ont fait les frais d'énormément de critiques. J'ai beaucoup travaillé sur la critique que Georges Mounin avait faite à la sémiologie de Roland Barthes. Donc j'avais tout un chapitre là-dessus, mais il ne doit plus me rester que 2 minutes. On connaît les critiques qui ont été faites à Foucault. Donc par exemple celle de Derrida, qui récusait complètement l'idée que la folie et la raison puissent être séparées au titre des principes métaphysiques de Descartes, puis celle, pourquoi pas, celle de Piaget, parce que le structuralisme de Foucault n'est pas du tout le structuralisme de Piaget, et donc Piaget est tout à fait opposé à la façon de faire de Foucault et ses épistémés. On pourrait évoquer aussi Marcel Gauchet, qui a 25 ans, donc c'est une façon pour Marcel Gauchet de dire attention, moi 25 ans. Donc pour Marcel Gauchet qui a relevé des erreurs historiques mais scandaleuses. Donc tous les deux ont été attaqués de la même façon par le biais d'une scientificité dont Jacobson a pu dire qu'elle était finalement un mythe. Hein. Jacobson a beaucoup évoqué le mythe de la scientificité. Donc voilà également ce qui les rapproche, c'est d'avoir été institutionnellement non assignables à résidence. Et puis ce qui les rapproche également, c'est leur commun bagage, donc un bagage saussurien très marqué, et des œuvres aussi, et je terminerai là-dessus. On peut rapprocher par exemple les mythologies, même si la chronologie n'est pas favorable, des mots et des choses, comme on peut rapprocher les 2 mythologies de l'affaire Dominici, dont on a fait des films, et de l'affaire Duprier, moins connue, qui a attaqué sa famille à la hache, du texte établi par Foucault, moi Pierre Rivière ayant égorgé, etc. On peut rapprocher SZ, donc le personnage Sarrasine, le mythe de Sarrasine, Castra, dont s'éprend le héros de la nouvelle de Balzac. On peut le rapprocher de Herculine Barbin, comme naturellement on ne manquera pas de rapprocher les 2 leçons inaugurales. Ça a très bien été fait par Guillaume Bellon, donc celle de Foucault d'abord, et puis naturellement celle de Barthes sur la question du langage, ou comment pour 2 personnes non assignables à résidence intellectuelle, comment faire autorité dans les temps chaotiques post-68 art. Je pense que j'ai fini, c'est bien là. Merci. Ah oui, je dois faire une transition. Alors j'ai écrit une jolie transition, j'y tiens beaucoup. Il faut que je la trouve. Donc moi, ce que je voulais juste montrer de Barthes à Foucault, c'est qu'ils avaient bien navigué sur le même fleuve comme tant d'autres, mais pas du tout qu'ils avaient franchi les mêmes écluses, d'accord, en se servant des mêmes rames, mais que finalement, ils ne s'étaient pas du tout trouvés sur le même bateau, et que Barthes a fréquenté et s'est pris les normes en pleine face, sans jamais, en les contournant toujours, cependant que Foucault, lui, en attaquant le droit, si j'ai compris un peu le propos de mon ami Émeric Nicolas, voilà, donc je lui passe tout de suite la parole. Allez, hop. Merci Jacqueline. 51, d'accord. Alors, comme on a pris un petit peu de retard, du coup, je vais supprimer la partie remerciements. Je vais aller un petit peu vite. Voilà. Alors, comme la critique a pu en être faite par certains de nos collègues quand on a présenté le projet à nos laboratoires respectifs. Micro, il est allumé? Je sois plus près du micro. S'intéresser à Foucault face à la norme reviendrait à une approche, à reconduire une approche remâchée. Bon, en fait, il est aisé de montrer que le poids du droit chez Foucault, c'était pas très clair pour Barthes, pour Foucault, c'est évident. Il est évident aussi que Foucault est un penseur des processus de normalisation, qu'il a eu le pressenti philosophique de la densification normative qui caractérise nos sociétés. Donc,
introduire Foucault face à la norme suppose d'interroger, d'une part, sa manière d'aborder le droit en lien avec les processus de normalisation, et d'autre part, sa pensée ainsi que son rapport, et j'insiste sur le rapport, à la norme. Alors, il me semble que ce sont les deux grandes orientations que dessine le programme de notre colloque. Premier point, Foucault et le droit. Alors, il existe aujourd'hui une littérature relativement abondante, en France comme à l'étranger, sur Foucault et le droit, en particulier le droit pénal. Je vais citer seulement, dans le cadre de cette communication, parmi les références les plus récentes, le dossier paru en 2017 à la revue interdisciplinaire d'études juridiques, consacré à penser le droit public avec Michel Foucault, auquel Jean-Arnaud Mazère, qui va conclure notre colloque demain après-midi, a participé. Je cite également l'ouvrage d'Emmanuel Joland qui va intervenir juste après nous, sa théorie relationniste du droit, qui consacre de très longs développements sur Foucault et le droit, et Foucault, la pertinence de la pensée de Foucault pour penser les rapports de droit. Alors, il est vrai que le droit n'a pas été le principal objet de recherche de Foucault. Comme l'explique Jacques Monod, il n'y a pas de doctrine du droit de Foucault. Ce qui a intéressé Foucault, en tout cas ce que Foucault dit lui-même à la fin de sa vie, ce qui l'a intéressé, ce sont les jeux de vérité et la problématisation à partir desquels un être humain se transforme en sujet. Donc, autrement dit, qu'il appelle les processus de subjectivation. Comme si les normes ne l'avaient pas vraiment intéressé, que ça avait été une étude pour autre chose. Bon, ça, c'est sa conception. Je pense que les normes ont vraiment été au cœur de sa recherche tout au long de sa vie. Bon, c'est un penseur presque total, si ce n'est totalisant, de la normativité sous toutes ses formes. Alors, les réflexions sur le droit, elles traversent toute son œuvre. Elles sont précises parce qu'on sait que Foucault travaille à la manière d'un historien, avec des archives, d'ailleurs des archives souvent peu connues. Et ce qui nous intéresse dans la perspective de ce colloque, c'est que la mobilisation qu'il fait du matériau juridique contribue à éclairer les rapports entre le droit et les normes sur le temps long de l'histoire. Donc sa généalogie des processus de normalisation permet de comprendre pourquoi et comment le système de la norme rejaillit aujourd'hui massivement dans le droit contemporain au prix d'une transformation profonde des modes traditionnels d'expression du droit, Foucault parlant à cet endroit de contre-droit. Au règne de la loi et de la souveraineté succède celui de la norme et de la gouvernance utilitariste. Donc, d'où l'expression de Foucault qu'on retrouve dans la fameuse conférence, dans un entretien, pardon, sur l'extension sociale de la norme, d'où l'expression de Foucault selon laquelle on est entré dans une société de la norme. Alors ça, je vais passer parce qu'il faut qu'on aille vite. C'est cette expression qui permet au Brésilien Márcio Alves da Fonseca, dans son Foucault et le droit, d'évoquer la thèse d'une relation dialectique du droit et de la norme, le droit à la fois normalisé et normalisateur. Alors je ne développe pas ce point, évidemment, puisque Benoît Friedman et Nathan Génicaud vont nous entretenir de ces questions un peu plus tard. À présent, je vais essayer d'interroger, je regarde l'heure, la manière dont la norme foucaldienne a pu être prise en charge par les chercheurs qui se sont intéressés au corpus foucaldien. Alors, en parallèle des travaux sur Foucault et le droit, il y a un certain nombre d'autres recherches, aujourd'hui assez abondantes, sur l'originalité de la conception de Foucault des normes. Alors, bon... Oui, ça, on va enlever aussi. On peut évoquer les réflexions des philosophes Pierre Macheret, Stéphane Legrand, Jean-Claude Monod, Guillaume Leblanc, ou encore
Pierre Sabot. Alors, pour pas trop développer, déborder sur le temps qui nous est accordé, le détail d'analyse, je le réserve pour les actes. Je vais vous en livrer ma synthèse, donc, en vous priant de m'excuser par avance pour les approximations et les raccourcis, mais voilà, on est contraint. Alors, en opposition à la norme juridique, la norme est, selon Foucault, active, elle modèle, elle dresse les corps, c'est la norme des sociétés disciplinaires, elle régule les populations, les normes des sociétés en régime biopolitique, elle participe dans un contexte néolibéral de la gouvernementalité du vivant, elle présente un caractère hétérogène, mixte de savoir et de pouvoir, qui cherche à saisir l'individu ou les populations à travers leur concrétude mouvante. Bref, la norme est concrète, là où traditionnellement, en tout cas, la loi juridique est faite de grandes mailles formelles et abstraites. Alors, les auteurs que j'ai cités me permettent à gros traits, donner quelques déterminations du concept de norme selon Foucault. La norme est pensée en opposition à la loi. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Certains sont quand même beaucoup plus subtils dans cette conception. Elle se caractérise par sa productivité, sa positivité. Elle est immanente. Elle n'a pas d'existence en soi, la normativité étant l'ensemble des énoncés sur les normes. Elle n'est pas hétéronome, puisqu'elle n'est pas extérieure à son champ d'application. Elle s'y produit elle-même en s'y produisant. Elle n'a pas d'origine. On peut seulement en faire la généalogie, c'est-à-dire qu'elle ne peut être pensée qu'historiquement en rapport avec les processus qui la mettent en œuvre. Il y a une nécessité et une naturalité de la norme, et conséquemment, et là on voit on voit Foucault rejoindre son maître Canguilhem. Conséquemment, il y a une originale normativité de la vie, biologique chez Canguilhem, sociale, historique chez Foucault. Là, la modélisation rapide du concept de norme chez Foucault. Troisième et dernier temps, si j'ai le temps, comment ce colloque se propose de prendre en charge la norme chez Foucault? Eh bien, précisément en mettant Foucault face à la norme. Voilà, je le dis d'emblée, il ne s'agit pas, en tout cas pour nous, de réinventer tout l'appareillage conceptuel extrêmement fin élaboré par Foucault et les spécialistes de son œuvre pour penser les normes et les processus de normalisation en lien avec les processus dits de constitution du sujet. Notre horizon n'est pas vraiment le concept de norme chez Foucault. Il y a d'excellents travaux en ce sens maintenant. Bon, voilà, on les utilise, on s'inscrit à leur suite. Et ce qui nous intéresse, c'est l'étude de son rapport à la norme. Pour le dire simplement, ce qui nous intéresse, c'est l'identification de sa posture normative, entendue comme les différents comportements, conduites, positionnements, attitudes qu'un sujet peut avoir par rapport aux normes de toute nature. Et ce qui nous intéresse, c'est que le sujet, ce que Foucault appelle le sujet, c'est précisément le sujet des normes, selon l'expression de Pierre Macheret. Le résultat d'un processus de normation. Donc, le sujet, il est face à elle, à la norme, et produit par elle. En termes plus clairs, il est le résultat, ce sujet, d'un processus continu de normalisation. C'est un sujet normé, très normé, et la part de lui-même qui resterait non normée est sans doute assez réduite en dehors d'un certain nombre de stratégies actives de résistance. Il faudrait inventer un instrument de mesure du taux d'activité non normé des individus. Bon, ça sera dans un prochain temps. Donc la question du rapport de Foucault à la norme comme horizon de recherche de ce colloque, ce n'est pas le seul horizon, il n'est pas exclusif d'autres approches, ne saurait faire l'économie, ne saurait permettre de faire l'économie d'une approche par le droit et les normes. Alors pourquoi? Ben précisément parce que toute l'originalité de l'approche des normes de Foucault a consisté à analyser la microphysique du pouvoir à travers les articulations qui s'opèrent dans l'histoire entre le système normatif de la loi juridique et les autres systèmes normatifs qui s'y agrègent pour former les disciplines micronormativité ou le biopouvoir macronormativité. Alors, n'oublions pas non plus, et ce sera mon dernier point, que les rapports à la norme qui nous intéressent ici sont des rapports complexes, et Foucault les a explorés dans une approche que les juristes appelleraient d'internormativité,
mais il les a explorés aussi à travers son action. Il explore par la pensée, mais par ses actions militantes, hein, dans sa posture d'intellectuel militant spécifique, pas du tout doux. À l'inverse de Barthes, comme il le dit lui-même, Barthes dit « je suis un révolutionnaire, mais doux ». Foucault, c'est un intellectuel spécifique, militant spécifique, mais pas du tout doux. Et c'est dans le droit que Foucault va puiser des solutions pour lutter contre les effets de la normativité disciplinaire, en proposant de construire un nouveau droit antidisciplinaire ou un droit dégouverné. Et il le fait à partir de cas. Donc, pour conclure l'introduction, l'expérience de la pensée barthésienne à propos des normes a permis de construire tout un dispositif expérimental et sensualiste d'affranchissement normatif. Cette approche nous a semblé d'autant plus intéressante à l'heure où certains juristes commencent à évoquer le tournant sensualiste du droit, je parle notamment de Marc Antaki, ou certains autres étudient les normes sensorielles, je pense aux travaux de Catherine Thibierge, qui sont parus donc à la RTD civile très récemment. Au moment où se pose concrètement la question des voies de résistance dans les sociétés hypernormées et de pilotage à distance de l'humain par voie de flux normatifs. Ça, c'était l'apport de Barthes. Donc là où Barthes nous offre une boîte à outils perceptuelle qui permet de ressentir les normes qui viennent de partout et s'expriment à travers des objets très prosaïques du quotidien, Foucault, lui, offre incontestablement une boîte à outils conceptuelle pour penser des phénomènes complexes d'hybridation des normativités, de mutation des normes, de notre contemporain, et surtout invite à développer des stratégies actives de résistance et de combat pour comprendre comment ces normes multiples et hétérogènes, qui circulent à grande vitesse sur les réseaux de la métropolis planétaire, nous fabriquent, nous déterminent en tant que sujet. Alors, j'en ai terminé. Je voulais introduire toutes les contributions, toutes les communications, mais je crois qu'il est préférable que je m'arrête et que je renvoie à chacun au programme du colloque pour ne pas trop dépasser le temps. Je vous remercie de votre attention.